Vous êtes à suivre la télévision Tal si vous nous rejoignez. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre ce journal. Le président de la République du Bénin, Romuald Wadani, effectuera demain, mardi 2 juin, une visite de travail au Niger. Au cours de cette visite, plusieurs questions relatives à la vie des deux nations seront débattues. Ce déplacement du tout nouveau président béninois au Niger, quelques jours après son investiture, est salué par certains acteurs nigériens. Regardez. Bonne chose. Et surtout, il a promis dans sa campagne électorale qu'un pays ne peut pas vivre sans ses voisins. C'est ce qu'il a dit. Et il faut qu'il y ait une coopération solide entre les voisins parce que lui, dans son entendement, il dit tout effort qu'il est en train de faire, sans la collaboration de ses voisins, il ne peut pas émerger. Donc, ça veut dire qu'il faut régler le problème d'une manière globale et non d'une manière partielle, parce que rester dans son pays, régler le problème alors qu'il y a un problème au Niger, ça veut dire que le problème n'est pas réglé, ça veut dire que c'est partiel, règlement partiel. Donc lui, il a opté vraiment d'un règlement global du problème. Le nouveau président du Bénin va effectuer sa première visite aussi, il faut l'officialiser, de dire sa première visite. Nous, on se réjouit de cela, parce qu'ils ont compris qu'ils ont tort. Ils ont compris qu'ils ont tort. Mais maintenant, on peut s'excuser, mais pas oublier. Parce qu'il nous a fait tant de mal, jusqu'à fermer la frontière entre le Niger et le Bénin. C'est qu'on n'a jamais imaginé. On croit qu'on est des familles, on est des frères. Mais tout ça là peut passer, mais sous des conditions. Il ne faut pas oublier les conditions qu'on avait posées à d'autres présidents. Parce qu'il ne faut pas avoir confiance 100% à eux. C'est bien qu'il vienne ici, on va l'accueillir, c'est un frère. On est tous des Africains. Premièrement, on n'oublie pas le lendemain des événements du 26 juillet, la réaction du Bénin. Ce que le Bénin peut donner au Niger, plusieurs pays peuvent le donner au Niger. Mais ce que le Niger peut donner au Bénin, il est le seul à même de le faire. C'est peut-être des choses qu'il ne fallait pas perdre de vue. Donc, ce qui vient de se passer maintenant, qu'effectivement un personnage de haut rang, le président de la République du Bénin, vienne, ça veut dire qu'effectivement les gens ont compris comment ça se passe. Nous-mêmes, quand bien même nous aimons le Bénin, quand bien même nos populations souffrent, mais de l'autre côté, soit ils souffrent autant que nous, ou bien ils souffrent mieux que nous. Donc la vision de leur chef d'État récemment élu et celle de notre président de la République, c'est une vision qui, effectivement, des autres pays pas africains ne veulent pas que les pays africains s'entendent entre eux. Donc ça, là, le fait que ce président surmonte cela et vienne chez nous, c'est une bonne chose pour nos deux pays, c'est une bonne chose pour l'Afrique. C'est une bonne chose pour nous, parce que c'est déjà ce que nous attendons de leur côté, qu'ils viennent, qu'on puisse avancer ensemble, parce que les difficultés qu'on a rencontrées, et ça a touché presque la population béninoise et celle du Niger aussi, et surtout nous, les secteurs des transports voyageurs. Donc c'est une bonne chose qu'ils viennent ici, qu'on puisse s'entendre, parce que dans tous les cas, on est des voisins. Personne ne peut pas nous séparer, personne, j'ai dit. On n'a pas choisi notre voisinage, donc on est famille. On a des parents là-bas, ils ont des familles ici, donc on est obligé de vivre ensemble. C'est une visite que nous accueillons avec beaucoup de joie, parce que nous nous attendions quand même à ce que le nouveau président de la République du Bénin puisse poser ce geste très important dans le raffermissement de nos relations, des relations fraternelles, économiques, qui doivent être même portées au niveau stratégique. Parce que le Niger, autant que le Bénin, chacun a besoin de l'autre, quoi. Donc nous pensons que c'est une visite qui va permettre aux deux pays de trouver un terrain d'entente pour que les relations reprennent au bonheur des citoyens des deux pays. Et sur un tout autre plan, face aux défis liés à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, la technologie apparaît comme un levier important de développement. Des jeunes Nigériens, à travers la robotique, créent des projets. Ils sont porteurs d'idées innovantes capables de révolutionner de nombreux secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'agriculture. Voyons tout cela avec Ridouane Bolmé et Abdoulaye Moussa.
Dans un contexte marqué par l'évolution rapide des technologies et la transformation numérique, la robotique s'impose progressivement comme un outil incontournable de développement. Au Niger, cette discipline suscite un intérêt croissant auprès des jeunes, des établissements de formation et des acteurs de l'innovation technologique, ce qui ouvre ainsi la voie à de nouvelles opportunités dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, la bonne gouvernance, l'inclusion financière, l'industrie et l'agriculture. C'est dans cette dynamique que de nombreux jeunes se sont tournés vers la robotique. Plusieurs jeunes passionnés de technologie et d'innovation se sont investis pleinement pour créer des projets innovants. Ils présentent des solutions technologiques et des prototypes de robots destinés à répondre aux défis du secteur agricole, comme quoi la robotique et les nouvelles technologies peuvent contribuer à l'amélioration de la production agricole, à la gestion des ressources et au renforcement de la sécurité alimentaire. Notre projet n'est rien d'autre qu'un agriculteur autonome, c'est-à-dire qu'il fait tout lui-même sans qu'on lui dise de faire telle chose. C'est qu'il quitte une zone, il part, il sème des graines sans pour autant l'intervention d'un être humain. Il part, il sème, il va arroser lui seul et maintenant il va partir, il va faire la cueillette. Vous allez voir, il va trier les fruits. Si les fruits sont mûrs, ils sont prêts à être cueillis. Le robot va partir prendre les fruits et les trier et retirer les mauvaises herbes et les déchets. Nous avons rencontré les difficultés liées au manque du matériel. Notre innovation peut réellement contribuer à l'agriculture et à la sécurité alimentaire parce qu'elle aide les paysans à planter les graines. Ils n'ont pas besoin de même s'ils peuvent faire une partie et le robot va faire l'autre partie. Pour les jeunes qui souhaitent s'intéresser à la robotique, vraiment je les encourage parce que c'est un domaine qui moi aussi m'a beaucoup intéressé et je suis pas du tout déçu. Et donc je les encourage parce que c'est pas difficile, tout s'apprend. Entre avancées promoteuses et défis persistants, ces jeunes détenteurs de projets innovants méritent le soutien et l'accompagnement des autorités pour aller de l'avant. Je lance un appel vraiment aux autorités et aux partenaires de croire à la jeunesse nigérienne, de lui donner les moyens matériels et techniques de s'exprimer. Et aux parents d'accompagner leurs enfants qui ont du potentiel, de les accompagner, de ne pas leur dire que c'est possible. C'est bien possible, ce sont des humains, les mêmes humains comme les Chinois, les Russes et les autres, ce sont des humains, ils ont le même cerveau. Donc je lance un appel à tout le monde à s'intéresser à la robotique et à l'intelligence artificielle parce que c'est le futur. L'esprit de créativité et d'innovation qui caractérise les jeunes talents reste incontestablement un atout dans la lutte pour une souveraineté alimentaire au Niger et au-delà, pour le développement durable du pays. La césarienne est une pratique médicale très répandue. Elle est notamment pratiquée sur les femmes enceintes. Comment se fait la césarienne et quelles sont les mesures qui accompagnent la réussite de cette intervention chirurgicale? Élément de réponse avec Rabia Maman Siraji sur les images de Daoud Abdou. C'est une intervention chirurgicale qui permet de sauver des vies. Lorsque l'accouchement par voie naturelle présente des risques pour la mère ou pour l'enfant. Elle consiste à exclure le bébé par une incision pratiquée au niveau de l'abdomen et de l'utérus. De plus en plus pratiquée dans les structures sanitaires, la césarienne peut être programmée ou réalisée en urgence selon l'état de la patiente. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à ouvrir le ventre de la femme, ouvrir l'utérus et extraire un enfant. Si vous avez un certain nombre de femmes sur l'OMS, quand vous avez à peu près 100 femmes qui sont enceintes, parmi les 100 femmes-là, on aura 15% de complications. Il y a 85% qui vont accoucher normalement, mais les 15% vont présenter des complications. Les complications là, parmi les 15%, il faut qu'on ait au moins 5% de césarienne. Donc si on n'a pas 5% de césarienne, ça veut dire que les femmes meurent ailleurs, on ne voit pas ces femmes-là mourir ailleurs. Et si on dépasse 15% de césarienne, ça veut dire aussi qu'on fait des césariennes abusives. Si la césarienne représente une solution médicale efficace face aux complications, elle nécessite un suivi rigoureux avant et après l'intervention. Une semaine. Ça fait de cela une semaine que je subis une césarienne. J'ai suivi les conseils des médecins car je ne pouvais pas accoucher par voie normale.
L'appel que je lance aux femmes programmées pour une césarienne est de se présenter dans les centres spécialisés, car selon les spécialistes, cette intervention ne présente aucun danger. En principe, on demande 12 mois, un an avant de retomber enceinte, minimum. Au départ, c'était 2 ans, mais maintenant, de plus en plus, on revient à 1 an. Mais tout ça est conditionné par l'âge de la femme, d'abord, parce que si son âge est avancé, même si vous lui dites de faire 1 an ou 2 ans avant de tomber enceinte, elle ne va pas respecter le protocole. Donc, elle va vouloir faire ses enfants. Mais si la femme est jeune, 20 ans, 30 ans, là, on peut la conseiller pour qu'elle fasse au moins 2 ans avant de tomber enceinte. Donc, il y en a qui font donc, des cycles de 4 ans, 5 ans pour retomber enceinte. Si on a une césarienne, je pense que le premier conseil, c'est de respecter donc, la contraception, de mettre les intervalles avant de tomber enceinte. Et si on tombe enceinte, normalement, on ne doit pas accoucher en périphérie. Il faut accoucher là où il y a un bloc opératoire. Ainsi, si la césarienne demeure un recours précieux face aux complications de l'accouchement, elle rappelle surtout l'importance d'un accès équitable aux soins, afin que chaque naissance soit avant tout une promesse de vie et non une urgence à redouter. Santé toujours souvent liée à un accouchement prolongé sans assistance médicale adéquate, la fistule obstétricale continue d'affecter la vie de nombreuses femmes. Entre souffrance physique, rejet social et possibilité de guérison, nos reporters Moubarak Murtala et Rachida Koulbali se sont intéressés aux causes, aux conséquences et au traitement de cette maladie. La fistule génitale féminine se définit comme étant une communication anormale entre le vagin et un autre organe voisin, le plus souvent la vessie ou le rectum. Cette anomalie provoque une perte permanente et incontrôlée d'urine ou de sel par le vagin. Outre la fistule obstétricale, d'ailleurs plus répandue dans les pays en voie de développement comme le Niger, il existe d'autres types de fistules génitales féminines dont les causes sont multiples. On donne la classification en fonction de la cause. Donc l'accouchement difficile et qui n'a pas été pris en charge très tôt, ou bien pour un problème d'accès aux soins. Donc ça c'est la fistule obstétricale qui est vraiment le gros lot, qui pas seulement au Niger, dans tous les pays en développement. Maintenant les fistules iatrogènes, on commence à en avoir des cas, c'est-à-dire que c'est des fistules qu'on est parti opérer, la femme pour une hystérectomie, parfois pour même une césarienne, pour d'autres raisons, pour les bonnes indications, mais on peut passer à côté parce que les deux systèmes génital et urinaire sont très proches, on peut avoir des communications accidentelles. Donc ça, c'est iatrogène. Maintenant, ce qu'on appelle congénital, les personnes naissent avec. Ou bien maintenant, il y a des pratiques quelque part au Niger, où pour une pathologie génitale ou bien gynécologique, eh bien, ils vont aller couper quelque chose. Bon, maintenant, il y a les accidents de la circulation. Parfois, on a des cas d'encornement par des animaux, chute d'arbres. Il y a beaucoup d'autres accidents qui peuvent créer aussi ces fistules. Et l'ensemble de ces fistules doivent être pris en charge correctement. Une fois la fistule diagnostiquée, 2 types de traitements s'imposent en fonction de la taille de celle-ci et de la gravité. La première des choses, c'est de confirmer d'abord le diagnostic. C'est de savoir qu'effectivement, c'est une fistule. Parce qu'à côté de la fistule, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des incontinences, qui peuvent être d'origine neurologique, qui peuvent être d'origine traumatique aussi, et qui peuvent être aussi liées à un problème de fonctionnement même du système urinaire. Maintenant, lorsqu'il y a une fistule, on doit regarder la gravité ou bien la difficulté de la fistule. Et aussi, on va essayer de voir la durée d'évolution. Parce qu'il y a des fistules qui sont bien localisées, qui sont de petite taille et qu'on peut guérir juste en plaçant une sonde et en surveillant la femme. Maintenant, en dehors de ces cas, la plupart des fistules, ou même ceux qui restent, doivent être opérés. Donc, il faut les prendre en charge d'une manière chirurgicale. Quelles peuvent être alors les répercussions de cette maladie sur la victime? C'est des femmes qui dégagent tout le temps des odeurs d'urine et des odeurs de sel ou bien des deux.
Et donc, le fait de dégager ces odeurs l'a fait que les gens ne vont pas les accepter dans la société. Donc, ou bien même dans leur vie intime. Parfois, c'est des femmes qui ne marchent pas très bien. C'est des femmes qui sont en deuil parce que parfois les enfants décèdent. Pour l'heure, par manque de données statistiques, il est difficile de dresser une situation de la fistule au Niger. Tout de même, la fréquentation du Centre national de référence de la fistule obstétricale diminue. Ceci s'explique selon le directeur général, d'une part par les camps de chirurgie de la fistule organisés dans les autres régions du pays et d'autre part par les moyens déployés par l'État. En somme, faciliter aux populations l'accès aux soins obstétricaux de qualité, promouvoir l'accouchement assisté en milieu médicalisé et aussi et surtout sensibiliser les populations vivant dans les zones isolées permettront de mettre fin à la fistule génitale féminine au Niger. Passons de la santé à la culture. Il fut un footballeur. Il exerce un métier de greffier à la justice, également passionné de la musique moderne. Lui, c'est Hamadal Issoufou Moumine, alias Almeida, du groupe Tal National, un guitariste de renommée qui s'est imposé sur la scène musicale africaine et internationale. Ibrahima Abdoulaye et Abrazak Amadou brossent son portrait dans le reportage qui va suivre. S'il est un nom indissociable de l'aventure de Tal National, c'est bien celui d'Almeida. De son vrai nom, Hamadal Issoufou Moumine, ce guitariste d'exception est bien plus qu'un simple musicien. Il est à la fois le chef d'orchestre, l'âme et la force motrice de ce groupe emblématique et prolifique du Niger. J'étais fonctionnaire, j'étais grand, j'étais fonctionnaire à Zander quand j'avais un voisin qui jouait une guitare sèche. Alors à sa sortie, quand il sort, je prends pour essayer. C'était pas facile. Alors au fur et à mesure, lui-même ne savait pas jouer en fait. Il avait juste une guitare pour un décor, pour le décor. Alors j'ai commencé un peu à la grignoter. C'est en cela que je m'étais inscrit un peu au CCFN à l'époque, le Centre culturel français de Zander. J'ai commencé à gratter un peu la guitare. Le parcours d'Almeida est à l'image de son talent riche et atypique. Avant de conquérir les scènes musicales, il s'est illustré sur les terrains de football sous les couleurs du Sahel Sporting Club. Parallèlement à sa carrière artistique, il exerce comme greffier au tribunal de grande instance de Niamey et s'investit dans l'action sociale en tant qu'ambassadeur de la fondation SOS Orphelins. Mais c'est surtout grâce à sa guitare qu'il s'est imposé sur la scène musicale africaine. Avec les artistes africains, nous avons vraiment des collaborations, surtout avec le groupe de Oumou Sangaré, où son frère, le guitariste Mamadou Sangaré, c'est mon ami. On a des relations particulières avec des groupes béninois qui sont restés ici encore au Niger à un certain moment et qui ont formé des groupes au niveau du Bénin. On a des relations avec quelques groupes africains qui font les va-et-vient aussi et qu'on rencontre aussi dans les festivals. On vit de manière conviviale avec eux et certains artistes congolais aussi. Et chaque fois qu'on se retrouve, ce sont des échanges. Ils ont envie de voir comment je joue la guitare, la manière pentatonique. Et moi, j'ai envie de voir la manière diatonique, leur manière de jouer la guitare. Sous sa direction, Tal National est devenu une véritable machine musicale à Niamey. L'orchestre se produit jusqu'à 5 nuits par semaine, enchaînant parfois plusieurs heures de spectacle sans interruption, une endurance remarquable qui a forgé la réputation du groupe bien au-delà des frontières nigériennes. On a fait énormément de tournées mondiales. Nous avons fait plus de 7 tournées américaines. Et cette tournée, c'est plus de 40 concerts. Mais la plupart de nos tournées n'ont pas touché la communauté. Ils ont touché vraiment le monde international, le monde de showbiz international. Compositeur inspiré, Almeida puise également dans le riche patrimoine culturel du Niger.
Les sonorités Sonrai, Peul, Touareg et Hausa se mêlent à des rythmes entraînants, à des guitares incisives pour créer une identité musicale unique. Cette fusion de cultures fait aujourd'hui de Tal National l'un des orchestres les plus suivis du pays. Pour Almeida, les défis de la musique nigérienne restent nombreux. Il estime notamment que le manque de moyens financiers et l'insuffisance d'engagement en faveur de la promotion de la culture nationale freinent encore le développement du secteur. Au départ, ce n'était pas l'argent que nous cherchions à travers la musique. C'était une passion d'abord. Notre but était de nous faire connaître, en fait, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au niveau de la jeunesse, parce que l'argent vous met une barrière pour apprendre. Parce que dès que vous arrivez à faire une seule chanson qui a un peu fait un peu de tapage, vous croyez que vous êtes arrivé et c'est fini, il faut s'arrêter là, ça pourra vous suffire à vivre. Ce qui n'est pas une réalité. Donc la musique, c'est un travail. Face au manque d'infrastructures d'enregistrement adaptées à Niamey, il fait preuve d'ingéniosité en collaborant avec l'ingénieur du son américain Jamil Carter, qu'il fait venir de Chicago pour enregistrer les productions du groupe. Une solution jugée plus économique que le déplacement de tout l'orchestre vers le Nigeria ou le Ghana. Nous avons un producteur qui est américain, qui est anglais plutôt, qu'il est britannique, plus un manager qui est américain. Donc nous avons un tourneur aussi qui est anglais. Donc ce qui fait que ils ont des salles à travers le monde, ils ont le monopole des festivals à travers le monde. Donc ils nous ont déplacés à travers toute la planète. Aujourd'hui encore, lorsque Almeida accorde sa guitare avant de monter sur scène, le public sait qu'il s'apprête à vivre un moment d'exception. Avec Tal National, il a transformé l'endurance, la passion et la fidélité aux racines culturelles en une véritable signature artistique. Almeida demeure ainsi l'un des visages les plus respectés et les plus influents de la musique nigérienne contemporaine. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité hors de nos frontières. Au menu, la Guinée dans l'attente des résultats des élections législatives et locales. Éthiopie, les électeurs aux urnes pour les législatives. Sport, football mondial 2026. Le départ des Sud-Africaines retardé par faute de visa pour les États-Unis. L'actualité africaine, en bref, dans une sélection commentée par Rahila Ibrahim. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Vous êtes nombreux à le suivre. Merci pour la fidélité à la télévision TAL. Au revoir.